Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce Read Club, retour après les vacances de Toussaint, ou on dit maintenant les vacances d'automne en Belgique, vous savez, j'ai les enfants, je fais 2 semaines de pause, voilou. Alors c'est 2 semaines qui ont été un peu sous l'hospice des achats, puisque c'est dans le titre, hein, j'ai été à une séance de dédicace. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez laquelle. Et puis, cette séance de dédicace m'a amené à faire des achats. C'est la séance dédicace de l'enfer. Mais avant cette séance dédicace de l'enfer, eh bien, je t'ai passé dans ma petite bourse aux livres où j'ai mis les mains. Alors, je vous avoue, tout d'abord sur Avengers X-Men Eternal Judgment Day, vous voyez, à 15,95 €. Du coup, je l'ai pris. J'avais eu des prémices de l'événement dans le mensuel X-Men Destiny of X, encore à l'époque. Et je me suis dit, tiens, ça avait l'air pas mal, ce côté des dieux, des célestes qui viennent juger les hommes et faire disparaître les hommes qui ne le méritent pas, etc. En gros, vraiment. Voilà, je verrai ce que ça vaut. Il y a essentiellement, c'est quoi? C'est dû au scénario Kieron Gillen, et puis au dessin, on a quelques dessinateurs différents. Voilà, ça, je ne l'aurais pas acheté en deluxe, hein, c'est un deluxe. Je ne l'aurais pas acheté en deluxe classique, mais à ce prix-là, je me suis dit, pourquoi pas me jeter dans cette petite event. Deuxième chose que j'ai acheté à 9,95 € en 100%, le Miles Morales Spider-Man tome 3. Celui-là, j'ai un peu plus peur, c'est Gang War. C'est une série que j'ai acheté au début pour le tome 1, qui était un des premiers blind pack. Je me suis dit, voilà, les 2 tomes suivants, je les ai achetés d'occasion, comme ceci. C'est du Ziglar, hein, au scénario, du Cody Ziglar. Et puis au dessin, il y a du Iban Coelho, du Federico Vicentini, des Federica Mancini. Donc voilà, ça reste pour moi une série, c'est pas la série du siècle, mais c'est rafraîchissant, c'est non prise de tête, il faut pas un background de malade. Donc voilà, je me suis dit le tome 3, pourquoi pas, de toute façon c'est de l'occasion, ça ne m'a pas coûté grand chose, hein, c'est le prix dont on rêve, je vois qu'il y a du Venom. Ce qui me fait peur, c'est le petit Gang War, c'est que c'est un event aussi du côté de, ça mélange Spider-Man Daredevil, hein, il me semble. Voilà, petit achat tranquille. Arrive enfin la dédicace à Profil BD à Hâte en Belgique de Monsieur Bessadi, qui est l'auteur de L'Ogre Lion. À l'occasion, c'est une série en 3 tomes. Magnifique 3 tomes. Moi, j'ai racheté. Voilà, ils ont sorti les 3 tomes comme ceci. Regardez ce coffret, comme il est magnifique. Hein. Donc, vous avez les 3 volumes dedans. C'était moins cher que d'acheter pour moi les 2, le tome 2 et le tome 3. Donc voilà ce que je me suis pris. Et on a, du coup, j'ai profité à l'occasion de ce coffret, il y avait une séance de dédicace. Je pensais pas savoir y aller, finalement j'ai pris en dernière minute un des derniers créneaux, et franchement le gars, alors, fin de journée, ça reste fin de journée, hein, où il a fait dédicace toute la journée, mais voilà, il a pris quand même son temps, on voyait qu'il était fatigué, donc l'inscription à la dédicace c'était 10 € et on avait un petit print comme ça dédicacé, et puis il m'a dédicacé ma petite BD L'Ogre Lion. Comme ça, j'ai le tome 1 de toute façon dans mon coffret neuf, ma lampe de youtubeuse, voilà. Et puis j'aurai ce tome là dédicacé dans la collection pour pas tout mélanger, pas forcément pouvoir l'exposer de temps en temps, etc. Là peut-être derrière. En attendant, mais il est en train de dessiner sur sa journée, et donc on a fait un petit tour, hein. J'étais avec ma petite femme, on a fait un petit tour
du coup de la librairie et on a discuté avec les différents gérants, super sympa. Franchement, si vous êtes du côté de Hâte ou pas très loin, Profil BD à Hâte, c'est quand même assez cool. Et en discutant avec lui, avec les propriétaires, on est passé à la caisse. Hein. On est passé à la caisse en attendant. Outre ce petit triple coffret, bien j'ai craqué, il me faisait de l'œil depuis un petit temps, ce petit Zorro d'Urban qui était sorti chez Urban. On avait qui au scénario? Ah ben c'est du Sean Murphy au scénario, au dessin et à l'ancrage, et il y a juste à la couleur où c'est pas lui. Mais voilà, c'est assez sympathique. Comme expliqué, comme il me l'a expliqué, hein, je vous l'explique comme il me l'a expliqué, c'est un petit-fils de Zorro, c'est quand même super beau hein, au niveau des planches. Il y a quelques... C'est du Sean Murphy, généralement pour moi c'est assez efficace, ça c'est sympa aussi. Donc le petit-fils de Zorro, qui parle toujours, apparemment il me disait comme à l'époque, qui je retrouve, ben, vous allez à l'époque moderne. Voilà. Il me l'a conseillé, il va vous hésiter, et il me l'a vivement conseillé. Il m'a dit, si vous aimez du comics, etc., je lui disais un petit peu, j'ai beaucoup de comics, d'un BD franco-belge, en discutant, je rends compte que j'ai bien aimé Il faut flinguer Ramirez pour ceux qui l'ont lu, qui a un petit côté Tarantino humoristique. Donc il me dit, ah, si vous aimez bien tout cet univers-là, un peu foufou, etc., ce Zorro devrait vous plaire. Et puis, la suite, je vais faire un vrai débrief de la suite parce qu'en fait, je les ai lus. Et il y a un truc qui me faisait de l'œil, c'est en 2 tomes, c'est Habemus Bastard, tome 1 et tome 2. Hein, le tome 2 venait de sortir. J'ai dit, quand il m'a dit, vous avez adoré Il faut flinguer Ramirez, vous aimez un petit peu l'ambiance un peu à la Tarantino, des histoires un peu folles avec de l'humour quand même, etc. Je vous conseille ceci. Donc, Habemus Bastard, c'est quoi? On a notre héros qui s'appelle Lucien, qui, à la suite d'une altercation avec un autre personnage, il décide de prendre sa place. Ce personnage avec qui il a une anicroche, une petite bagarre, devait aller prendre le rôle et se planquer sous le rôle d'un prêtre. Et donc notre ami Lucien va prendre sa place. Pourquoi, comment, à quelle fin? Ça, c'est ce que je vous laisserai découvrir. Je reste assez vague, mais donc, il est clairement pas prêtre et il va devenir prêtre dans une paroisse et gérer sa paroisse. Il y a un petit côté Tarantino, comme je vous le disais. Pourquoi? Mais parce que notre ami Lucien n'est pas un enfant de cœur, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on se rend bien compte qu'il est là pour se planquer lui-même, se planquer de mafieux, de grandes familles qui ne filent pas tout droit. Et il est là pour ça. Et en même temps, ben, on renie pas ce qu'on est. Et donc, il y a un petit côté très décalé entre ce que le père... Alors, ce n'est plus le nom du père, c'est... Ah, ce n'est plus le nom du père. Père comment quand il arrive? Père Philippe, il s'appelle Père Philippe, et donc le fameux Père Philippe va avoir des comportements pas très catholiques, je vais dire, dans sa paroisse, dans sa manière de mener sa paroisse, etc. Ce qui va amener un côté assez drôle, assez décalé. Je vais pas dire à la Sister Act, mais vous voyez, ce tout premier Sister Act, quand Whoopi Goldberg arrive pour se planquer, mais c'est pas une enfant de cœur non plus, et donc il y a plein de comme ça de situations de décalage où il essaie de récupérer un petit peu les choses. Voilà. Il va poser aussi des actes moraux importants, etc. Donc ça reste une chouette lecture. Alors c'est pas la lecture du siècle, mais moi j'ai passé un bon moment sur cette lecture. Allez, j'en ferai pas la lecture de l'année, mais c'est une bonne lecture, j'ai bien été conseillé là-dessus. Donc, Habemus Bastard, ça se finit en 2 tomes. Pareil, hein, L'Ogre Lion, je vous rappelle, en 3 tomes, c'est terminé. Autre petite chose qui est passée dans ma lecture, Ciseaux,
tome 5, je vous en avais déjà parlé à l'époque de la Coupe du Monde au Qatar. J'avais fait une petite vidéo spéciale lecture footballistique. Ben, Ciseaux, c'est ce monde animalier, mi-homme, mi-animaux, où Ciseaux, en fait, c'est l'histoire d'un... c'est beau, hein, visuellement. Il y a plein de très très belles images. Et donc Ciseaux, c'est ce petit personnage qui est en fait un joueur qui va être découvert et on va lui demander de faire partie de l'équipe européenne. Car dans l'univers de Ciseaux, il n'y a pas tous les pays. Comme on pense, c'est un tournoi européen. Et donc il y a l'Europe, il y a l'Asie, il y a l'Afrique, l'Amérique du Nord, du Sud. Voilà, les continents, les gros continents, il y a 8 équipes au total. Donc tous les X temps, on réunit les meilleurs joueurs d'Europe et c'est ce personnage-là qui sera le coach de l'équipe d'Europe, qui s'appelle Di Maggio, qui est le dernier coach il faisait partie de la dernière équipe qui a gagné ce tournoi avec l'équipe d'Europe. Et il va devenir coach. Ça, c'est le début de l'histoire. Hein. C'est une histoire aussi qui se finit en 5 tomes. C'est fini, c'est clôturé, c'est le dernier tome. Et donc, on suit tout ce tournoi avec cette jeune équipe qui, de 1, va devoir, puisque l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, eh bien, il y a une seule équipe d'Europe, et donc il va déjà avoir un premier match là de sélection pour savoir laquelle des deux va se présenter. C'est déjà une surprise, hein. C'est l'Europe de l'Ouest, du coup, qui se qualifie. Et voilà, c'est vraiment un univers qui, en étant pour les enfants, va effleurer, va toucher l'intégralité. Regardez, c'est scène dans le vestiaire, assez complexe, va toucher l'intégralité de l'univers du foot. C'est-à-dire qu'on va avoir le côté le jeune prodige qui joue son premier match où tout le monde est surpris. On va avoir le côté, tout d'un coup, il a la pression parce qu'il est attendu. On va avoir le côté où les joueurs se prennent pour des stars et ne font plus trop attention. On a ce côté, ça parle aussi du hooliganisme à un moment donné aussi dans ce tome. Et on a comme ça les agents peu scrupuleux, tout en étant une BD pour les jeunes, ça aborde quand même tous les sujets du foot moderne, et ça c'est vraiment très appréciable. Il y a beaucoup d'humour pour les spécialistes de foot, il y a des références aux joueurs connus. Je prends la petite sélection. Dans l'équipe de foot par exemple, le Ciseaux, c'est clairement un petit Lionel Messi. Et donc, il y a Bonildo. Bonildo, lui, il est attaquant, il est plus musclé, il est un peu crâneur au début. Un sosie, si c'est pas une référence à Ronaldo. Il y a par exemple Vettari, pour Verratti, à l'époque. Voilà, il y a quand même le gardien, il y a quand même un joueur dans le milieu qui s'appelle Liesta, à la place d'Iniesta, vous voyez. Donc il y a comme ça un petit peu de référence au football aussi, et on joue avec ça. Autre lecture que j'ai terminée, La mémoire du futur, le tome 57 des Spirou classiques. C'est la suite de La mort de Spirou, que j'avais pas plus apprécié que ça. J'avais dit c'est pas une catastrophe, mais c'est pas excellent non plus. Et je déteste déjà, et c'est déjà pareil dans le comics, les livres qui s'appellent La mort 2, et on sait très bien que ce ne sera pas La mort 2, hein, c'est juste un titre. La mémoire du futur, ça parle de quoi? Alors j'ai fait le petit débrief sur Insta, il y a peut-être une semaine ou deux quand j'ai terminé de le lire, c'est le début des vacances. Ben là, Spirou se réveille en 1900... Oh, j'aurais dû renoter. En 1900... c'est l'Expo de 58. Donc voilà. Il y a Expo de 58. C'est l'Expo de 58. Donc on est là en 58. Hein, je ne dis pas de bêtises. Rectifiez-moi si vous voulez. Et Spirou, il se rend compte que il a l'impression de ne pas être à la bonne époque. Il a l'impression que le futur qu'on lui présente n'est pas le futur qui va arriver. Hein, et il y a tout ça. Alors, on joue dans ce tome avec énormément de références au tome
précédents de Spirou et pas des tomes. Je pense par exemple aux Hommes-Bulles, mais ça c'était déjà le cas dans la mort de Spirou. Les Hommes-Bulles, c'est quand même le tome 17, ça date. On joue aussi avec un tome, avec un tome, ouais, avec un tome un peu plus récent. Je vais pas vous spoiler parce que ça, ce serait un spoil sur le méchant principal. On le savait, il y avait du Zorglub, du Zorglub qui était déjà dans le tome précédent. Donc voilà. Peut-être un peu trop de références pour pleinement embarquer un nouveau lecteur. Et franchement, c'est pas... Ça a du rythme, mais c'est pas un tome de Spirou exceptionnel. Moi, ça fait quelques tomes où je me dis, Spirou, c'est pas foufou. Je préfère dans ce qu'ils appellent le Spirou verse, les Spirou, oui, derrière on a le Spirou verse. Et donc je préfère en ce moment les Spirou 2, vous savez qu'il y en a plein par différents auteurs, et j'aime bien les aventures de Spirou et Fantasio classiques en ce moment. Spirou c'est les soviets, j'ai pas encore vu la baie des cochons, mais voilà. Je trouve que en voulant faire du moderne, on perd peut-être un petit peu le Spirou classique. Là, ça va parler de réalité virtuelle, ça va parler de tout ça. Voilà. Moi, j'ai pas plus accroché que ça. Juste derrière, là, en fait, il me parlait parce que dans ma séance de dédicace, je dis, j'ai raté trois semaines avant. Il y avait Aurélien Loze, qui est le gars qui a fait la BD qui fait grand bruit en ce moment, L'Orfèvre. Il me disait, ah ouais, il est cool, il est excellent. Il m'expliquait que le gars était surpris, parce que c'est son premier bouquin, il l'a fait un peu par plaisir, il est surpris par sa starification qui arrive un petit peu là maintenant, tout le monde le veut. Il paraît que sur les photos, il baissait sa casquette pour qu'on voit pas son visage, il veut rester un peu anonyme, qu'on le reconnaisse pas. Grand bien lui fasse. Et donc je me dis, zut, est-ce que vous n'auriez pas encore un tome? Mais non, c'est parti comme des petits pains, c'est compliqué. Et donc en me baladant un peu plus tard dans ma semaine de vacances, je suis retombé donc sur L'Orfèvre. Voilà, donc L'Orfèvre, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette BD qui se lit dans les deux sens. Ils ont bien fait ça. De Aurélien Loze, c'est une histoire comme 10 ans de création. Il a pris 10 ans à faire sa BD, je vous dis, c'était plutôt pour le plaisir. Bien réfléchi, parce que tout ce qui est code barre, vous voyez, est à l'intérieur de la BD. Donc voilà, et dessin, c'est un univers aussi un peu animalier. C'est pour ça qu'on est arrivé sur les trucs animaliers, parce qu'entre l'ogre, lion, ciseaux, etc., le gars a dit, si vous aimez bien, vous allez adorer, regardez-moi ce travail. Donc on lit dans un sens et on lit dans l'autre. Voilà. Ça, quand je l'aurai fini, quand je l'aurai lu, moi qui aime bien Black Sad, etc., le gars il m'a dit, vous allez vous régaler. Mais donc voilà, donc, vous voyez, page dans un sens et là en bas c'est à l'envers, hein, lire dans l'autre sens. Dès que je l'ai fini, celle-là je vous en ferai sûrement une vidéo dédiée. Et puis enfin, j'ai pris, normalement c'est le dernier tome des Tortues Ninja classiques, c'est le tome 6. Celui-là je le prends toujours à la date de sortie, j'ai peur que ça disparaisse des rayons. Donc ce sont vraiment les tout premiers épisodes des Tortues Ninja. À l'époque c'était encore, vous voyez, en noir et blanc. Noir et blanc ou très gris, hein. Je sais pas s'il y a des planches comme ça, très grises, noires. Voilà, des trucs un peu plus sombres, mais c'est la dernière époque. Et apparemment, on nous prévient derrière, ça risque d'être tous des récits courts, parce que en parallèle de la série historique TMNT, Kevin Eastman et Peter Laird ont produit de nombreuses histoires courtes, prétexte à inviter quelques géants de la bande dessinée. Richard Corben, Steve Bissett ou Michael Zulli ont ainsi collaboré à des récits qui font de la science-fiction polar façon Frank Miller, en passant par des rêveries hallucinées, un véritable témoignage d'une époque où l'imagination fut reine. Donc voilà, redécouvrez les racines même des Tortues Ninja avec cette collection spéciale de 29 histoires publiées entre 85 et 89 et sélectionnées par Kevin Eastman. Sa clôture, normalement c'est chez iComics, il nous avait dit que c'est terminé. Le travail éditorial était chouette. Je ne sais pas si du coup on aura la même chose
ici, mais on avait toujours, avant un épisode, un petit texte qui, ben voilà, des petites notes, etc., qui resituaient dans les premiers tomes. J'avais déjà expliqué ça, ce qui était très, très, très fort, c'est que ben, les Tortues Ninja, vous savez, c'était pas voué à être quelque chose d'aussi important, c'était quelque chose d'être un one-shot, un truc un peu pastiche des comics en général. C'est pour ça que c'est le clan des foot, pour faire référence à la main, etc., à la main de Daredevil. Et voilà, c'était ça l'idée. Et puis finalement, ça a tellement plu qu'ils se sont retrouvés à faire du long cours. Et donc, dans les premiers tomes, dans les notes, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les deux là, ont du mal aussi à vivre ce truc qu'ils n'avaient pas prévu. Et donc, à un moment donné, l'un qui veut pas rester enfermé là-dedans, l'autre qui veut pleinement en profiter. Et donc, les deux créateurs des Tortues Ninja sont comme ça, de temps en temps, même à se brouiller pour cette histoire-là. C'est deux bons potes à se brouiller parce que voilà, c'est l'imprévu de la vie qui fait qu'ils se sont retrouvés là aussi un peu starifiés. Tiens, c'est drôle, sans le vouloir. Ça me fait penser un peu du coup à ce qu'on m'a raconté sur Aurélien Lose. Donc voilà, si vous avez suivi le short, dernière petite chose pour cette vidéo et puis je vous laisse tranquille, j'ai acheté ceci. Alors c'est du hors comics un petit peu, hein, le Lego Batman, ce tableau là, Batman Gotham City, Batman Animated Série. Voilà. 4210 pièces. Voilà. Vous voyez, il y a des petites parties qui vont s'ouvrir pour voir à l'intérieur des bâtiments. Il y a les petits personnages. Voilà. Et donc, alors, je ne sais pas encore au final. Je vous dis, soit, et vous pouvez mettre en commentaire ce qui vous intéresse, soit on fait, je fais des shorts d'une minute, donc en version accélérée le montage. Il y a des gens qui disent ah oui le montage, on aimerait bien voir le montage, donc une minute. Ou autre chose, c'est que potentiellement je fais des petits lives de temps en temps où je monte et pendant que je monte, on discute, etc. Je verrai à essayer de mettre une deuxième caméra ici un peu au-dessus de ma table, travailler comme ça. On se voit en visuel, je mets vos petits commentaires là, et je fais jamais de live, et on parle de tout et de rien. On pourrait parler de comics pendant ce temps-là aussi, de vos petites lectures, de vos petits souvenirs de Batman, que sais-je. Dites-moi. Si je fais des lives, alors ce serait peut-être plutôt le vendredi. Voilà. Tout ce qu'il y avait à dire. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, je mettrai peut-être un sondage en fonction des différentes propositions qui vous viennent à l'esprit, comment vous faire profiter de ça, puisqu'il y en a que ça intéresse. Voilà, pour ceux qui n'étaient jamais tombés sur cette chaîne, ben, c'est le mot de la fin, vous le savez, vous êtes ici sur le Read Club, et bien vous le voyez aujourd'hui. On parle comics, mais on parle aussi de temps en temps de franco-belge, de manga, on parle de lecture à la base de manière générale, mais plus généralement de comics. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui like, tous ceux qui partagent. Le partage, c'est super important. Dès le moment où vous partagez, on voit vraiment qu'au niveau des vues et des abonnés, il y a de nouvelles personnes qui viennent et disent « Ah, cool, c'est toujours sympa » et un grand merci quand on me dit « Ouais, c'est telle personne qui m'a recommandé. » Voilà. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Read Club où on parlera peut-être de l'orfèvre, pour le coup, où on fera du Lego. Allez, ciao.